Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Après cette petite cavalcade, j'allais dire escapade, c'est mieux. Dans la silver economy. Exactement. C'était moi le plus silver de nous deux quand on voit nos chevelures. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en âge, c'est moi, non, je crois, non? Ah non. Je suis plus vieille que vous, non? Ah non. D'ailleurs, ça se voit. Ça m'arrange. Merci. Heureusement qu'un proverbe dit qu'il est bien châtie bien. Bah non, ça m'arrange. C'est pas critique. Je préfère toujours être plus jeune que les autres. Mais bon, à un moment donné, je vais vous rattraper quand même. En tout cas, on est ravis de vous accueillir avec Philippe Bilger qui était avec nous, qu'on retrouve. Ça va, mon Philippe? Très bien. On a l'impression que vous sortez de l'Assemblée nationale, Philippe Bilger, non? Non, mais j'étais à la télé ce matin. Ah, bah oui, c'est vrai. Forcément. C'est vrai que vous faites de la télé aussi, vous. Ici, je m'adapte à la tenue toujours très élégante de Philippe David. Ouais, c'est vrai. Jamais too much. C'est le deuxième qui félicite Mathieu aujourd'hui. Notre autre vraie voix a fait la même chose en arrivant. Bah oui, depuis que vous avez une femme, vous avez du goût. Très beau. Avec Bérangère Dubuc qui est avec nos dirigeantes de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Et allez, le sommaire de cette émission dans le grand débat du jour. Après le rejet de la taxe Zuckman, les sénateurs socialistes proposent un emprunt obligatoire pour les plus riches pour financer l'État. Et on vous pose cette question. Faut-il obliger les riches à prêter de l'argent à l'État sans intérêt? Eh bien, vous dites non à 81%. Vous voulez réagir le 0826 300 300. Et moi, je le dis. Prendre de l'argent aux gens sans leur demander leur avis et en plus en les volant de l'inflation chaque année, comme disait Coluche, c'est la méthode des pays de l'Est. Donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. Allez, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Je trouve qu'à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Triplez les taxes! Attention, moi, s'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème alors. Vous payez Taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur personnel. Faut-il obliger les riches à prêter de l'argent à l'État sans intérêt? Philippe Bilger, c'est encore une réflexion des sénateurs socialistes qui proposent cet emprunt. Alors, même quand on n'est pas un spécialiste de l'économie et de la finance, contrairement à ce que vous pensez, je ne le suis pas. Eh bien, on ne le pensait pas. Il y a quelque chose de très surprenant à gauche, c'est que leur seule méthode, tout de même, c'est de prendre aux riches. On a vu la taxe Zuckman, comment elle était exploitée surabondamment et comment heureusement elle a été rejetée. Maintenant, c'est cette nouvelle lubie et au fond, on se demande si la gauche n'est pas capable d'inventer un système qui ne consisterait pas à prendre aux riches. Est-ce que leur inventivité est si pauvre qu'ils soient obligés en permanence d'aller faire les poches des riches sans leur consentement? Je trouve que c'est affligeant. Je vais donner la parole à Bérangère Dubuc, mais j'ai peur que ce soit explosif. Alors, le sujet est un peu tendu. J'ai Guillaume Kasbarian qui a dit sur Twitter, donc le député Kasbarian, macroniste, quelle est cette dinguerie socialiste? Et je crois que c'est ce qu'il a le mieux résumé. Mais on parle des riches. Ce qui est intéressant, c'est que la taxe Zuckman, c'était pour les gens riches avec un patrimoine de 100 millions d'euros, mais que là, ça va concerner ceux qui ont un patrimoine de 10 millions d'euros. Et la prochaine fois, ça sera 1 million d'euros. Et la prochaine fois, c'est votre livret A avec 10 000 euros dessus. On vous expliquera qu'il faut souscrire. Donc on voit bien qu'il fallait refuser la taxe Zuckman parce que dans l'idée, c'était totalement une folie et que ça ne marchait pas. On baisse le seuil et ça va nous arriver. Et je dirais juste qu'un emprunt, vu qu'il se base toujours sur le patrimoine, vous pouvez avoir 100 millions d'euros parce que vous avez une grosse société cotée en bourse et ne pas avoir le salaire et la liquidité qui vous permet. Donc ça ne fonctionne pas. Kasbarian dit une dinguerie socialiste. Moi je dis mais quelle est cette diablerie, cette folie, cette aberration? Bref, vous savez mon cher Philippe comment je le dis, mais afuera. Il faut tout couper, sortons la tronçonneuse. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que cette diablerie? Ça me rappelle un film qui s'appelait Les Visiteurs. Vous savez, quand Godefroy de Montmirail dit mais qu'est-ce que cette diablerie? Non, mais je trouve qu'on est chez les fous. Parce que déjà, en plus, je pense qu'une proposition comme ça ne passerait même pas le Conseil constitutionnel. Parce que premièrement, l'État a le droit de créer de l'impôt, il a le droit de modifier une assiette d'impôt, il a le droit de créer une taxe, il a beaucoup de pouvoir. Mais là, obliger les gens, j'en ris tellement c'est drôle, à donner un emprunt sans leur consentement. C'est pas drôle, hein. Franchement, c'est... Non mais c'est pas c'est drôle parce que c'est pathétique. notre argent. Non mais
Je vous prends un exemple. Il y avait un emprunt qui avait fait scandale à l'époque. Il s'appelait l'emprunt Giscard. Vous vous rappelez, parce que l'emprunt Giscard avait été extrêmement généreux pour ceux qui avaient souscrit. Tant pis pour les caisses de l'État, il avait bien marché, et tant mieux pour ceux qui avaient touché. Mais 1983. Là, c'était avant. Oui, le remboursement. Mauroy. Oui, le remboursement, mais il avait été fait. Le dernier emprunt forcé, c'était 1983. Mais le plus rémunérateur, ça a été l'emprunt Giscard dans les années 70. Et là, on nous dit, premièrement, vous n'avez pas le choix. On vous prend, alors on n'a peut-être pas les liquidités, comment on fait dans ces cas-là? On prend un crédit pour pouvoir payer son emprunt à l'État, mais la banque, elle va vous prêter moyennant un taux d'intérêt, et là, le scandale est tel qu'on vous dit, de toute façon, on vous remboursera en 3 ou 5 ans, désolé, c'est pas tout à fait la même chose, et à taux d'intérêt 0. Alors le taux d'intérêt 0, c'est très intéressant s'il y a une déflation de 3%, parce que là, vous allez gagner de l'argent. Mais comme on est plutôt à une inflation de 3%, c'est-à-dire que l'argent que vous avez prêté sans votre consentement vaudra 10% de moins quand on va vous le rembourser. 10 ou 15% de moins. Mais on est chez les fous. Alors, il y a aussi la possibilité de se dire, comme certaines taxes qui devaient être mises en place et être enlevées et qui sont restées à vie. Donc peut-être qu'on leur dira, dans 3 ou 5 ans, Philippe Bilger, finalement on les garde. Oui, absolument. Vous permettez, vous voulez, pour une anecdote, la taxe qui devait être provisoire, qui a duré plus longtemps, la vignette automobile, de mémoire 1956, elle était provisoire. Elle s'est terminée en l'an 2000 ou 2001. Moi, j'ai envie de vous entendre. C'est du provisoire qui dure. Au 0826 300 300, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que les contribuables qui gagnent plus d'1 million d'euros par an, et ou en tout cas ceux qui possèdent 10 millions d'euros de patrimoine taxable, doivent en tout cas rentrer dans cet emprunt d'argent par l'État? Philippe David, j'imagine que, enfin, bien entendu, j'imagine que ils ont réfléchi quand même à aller chercher. Non, je me pose la question. Je pense qu'ils ont, pour faire une proposition comme ça, qui à mon avis ne passerait pas le Conseil constitutionnel, ils n'ont pas réfléchi. Mais vous savez, je vais faire une approche psychanalytique. Philippe Bilger adorant l'approche psychanalytique, notamment sur certains clubs où les gens se réunissent. On en a parlé il y a quelques jours. Les socialistes voulaient absolument la taxe Zuckman pour dire voilà, on a fait la taxe Zuckman, nous on n'aime pas les riches, comme disait François Hollande, la finance c'est notre ennemi, et ils sont pas arrivés à faire passer la taxe Zuckman. Soit dit en passant, à la taxe Zuckman, je suis pour, mais en Italie ou en Allemagne, parce que ça tuerait nos concurrents, donc ce serait vraiment parfait, mais surtout pas en France. Donc comme ils n'ont pas eu la taxe Zuckman, vous savez, parfois on appelle un produit bas de gamme qui ressemble un peu à un succédané de quelque chose. Alors ils veulent faire un succédané de taxe Zuckman. Philippe Bilger, alors c'est étonnant, vous disiez, enfin c'est pas étonnant, mais vous disiez tout à l'heure, effectivement, les seules positions qu'ils prennent, c'est de prendre aux riches et jamais de se dire, on va réduire le train de vie de l'État, par exemple. Oui, vous avez raison, il n'y a jamais, parce qu'il ne faut pas réduire les dépenses. Et pour les riches, tout de même, ça montre à quel point la gauche est profondément connectée sur, je dirais, une sorte de haine sociale. Ce qui me scandalise en permanence dans cette offensive contre les riches, c'est que dans le lot, il y en a un grand nombre qui ont travaillé pour accumuler de la richesse. Ça crée véritablement une sorte d'hostilité sociale qui explique pourquoi la France, d'ailleurs ça a été dit, est clivée entre des prétendus riches, des pauvres, des misérables, une volonté de cliver un pays et qui est aux antipodes du rassemblement qu'on espère. Même s'il n'est pas national. Bérangère. Moi, je crois que j'ai converti Philippe David au libéralisme. Aujourd'hui, tous les deux, nous sommes sur la même veine. Mais non, c'est moi qui vous ai convaincu. Mais ce que vous dites, Philippe, même quand vous dites certains ont travaillé, c'est pas la question, en fait. Les droits ne sont pas inversement proportionnels aux revenus. Ce qui n'est pas juste pour 1000 euros, ne l'est pas juste pour 1 million, ne l'est pas juste pour 10. Il n'y a pas de raison de taxer différemment. Il n'y a rien qui fonctionne. Il faut baisser les dépenses publiques, tout simplement. On le sait tous ici. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Ce numéro de téléphone est pour vous, le 0826 300 300. Est-ce que vous estimez normal que finalement que ces dirigeants puissent être taxés pour prêter de l'argent sans intérêt à l'État? À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Et autour de cette table, Philippe Bilger, que nous aimons tellement, mon petit Philippe Bilger. Réciproquement. Bah, j'espère. Et il est d'une élégance. Ouais. Mais vous allez vous marier ou quoi aujourd'hui? Changer de sujet. Hein, vous avez un mariage ou quelque chose, non? Non, mais j'ai eu de la télé. Bah oui, je sais que vous avez eu de la télé, mais on a l'impression que vous avez systématiquement cravate pour la télé. Ah bah oui, c'est ça. Bérengère Dubuis est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI, et on revient sur ce rejet de la taxe Zuckman, mais les sénateurs socialistes donc proposent un emprunt obligatoire pour les plus riches pour financer l'État. Et je crois que vous aviez un petit rebond, oui, Philippe. Parce que là, il y a quand même une double chose. C'est quand même amusant, parce que l'État, il a une agence qui s'appelle l'AFT, l'agence France Trésor, qui se trouve à Bercy, qui emprunte sur les marchés financiers ce qui s'appelle des OAT, des obligations assimilables du Trésor. C'est-à-dire qu'on va dire aux contribuables, vous nous prêtez de l'argent, on ne vous demande pas votre avis, c'est non rémunéré, alors qu'on va dire à des pays étrangers, bon ben vous, on va vous emprunter, vous êtes d'accord, et en plus on vous rémunère votre argent. Est-ce que c'est pas un peu scandaleux sur les bords? Il y a Paparel qui dit il serait tout de même plus simple de mieux rémunérer les obligations d'État. Bah oui, voilà. Ça va susciter un enthousiasme. Ah non, mais qui peut défendre une chose? Cécile disait, ils ont réfléchi, mais moi je pense que pour faire une proposition comme ça, il ne faut pas réfléchir. C'est suicidaire politiquement. Oui, mais tout de même, c'est un peu inquiétant. Mais pourquoi? Non, mais qu'une idée aussi absurde puisse germer. Parce consensus chez des gens. Dans une tête politique. Jackie Marie dit sur notre compte X, peut-être qu'il faudrait donner quand même une carotte. Si la France réduit sa dette, il pourrait y avoir une récompense en fonction de la diminution de la dette. Bah, c'est pas mal, je trouve. Ah mais non, mais attendez, là, pour le coup, c'est très intelligent, c'est ce que je disais. Oui, moi je disais, vous coupez l'ADEME, 5 milliards, et vous savez quoi? Que l'État s'engage. 4, que l'État s'engage. L'État dise, nous, on va baisser de tant milliards, et en revanche, on lance une souscription. Et au pire, elle n'est pas rémunérée, je l'entends, volontaire. Je crois que je serai la première à dire, si l'État baisse sa dépense, je veux bien aller. Les gens se sont mobilisés pour Duralex. Dites aux Français, nous baissons la dépense publique, et on vous demande de nous aider. Ça, c'est différent. Mais ça peut être que après avoir fait déjà des efforts, et sur la base du volontariat. Non mais ça, on est bien d'accord. Excusez-moi, mais je vais revenir à un très vieux temps. Il y a plus d'un siècle, quand il y a eu la guerre de 14, il y a eu les emprunts, les bons de la défense nationale, où on demandait, parce que vu l'effort de guerre colossal qu'on était obligé de faire pour faire la guerre, on avait demandé aux gens, et les gens donnaient de l'argent sans aucun problème. Pourtant, les Français étaient beaucoup moins riches qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était pour défendre, pour pas que la France disparaisse. Vous voyez ce que je veux dire? Si on nous disait, vous prêtez de l'argent à l'État, c'est volontaire, évidemment, ce n'est pas obligatoire, et vous êtes bien rémunéré pour qu'on arrive à faire le budget, et en contrepartie, on s'engage. Allez, on fait 50 milliards d'euros de baisse de dépenses. Là, je pense que les gens, avec une rémunération correcte, vous êtes quand même plus gentil que moi, parce que moi, une rémunération à 0, je n'y vais pas. Avec une rémunération correcte, on me dirait, je sais pas, 5-6% par an, mais moyennant une taille à la serpe dans la dépense publique, oui, moi, il y a plein de gens, et là, je pourrais y aller. Mais comme cet État est incapable de faire la moindre réforme, et qu'il ne connaît pas le mot économie, à tous les sens du terme d'ailleurs, non. Mais Philippe Bilger, est-ce que politiquement parlant, c'est on imagine quelque chose, on jette un pavé dans la mer, on sait très bien que ça passera jamais. Donc est-ce que c'est un coup politique de se dire Patrick Kanner, chef des sénateurs PS, qui défend l'idée comme du patriotisme fiscal obligatoire? Mais justement, je me demande, et dans les socialistes, il y a des gens que j'aime bien, hein, je ne voudrais pas jeter la pierre politique uniquement contre eux, mais je me demande s'ils ne sont pas inféodés à un catéchisme qui en permanence leur interdit d'inventer des solutions qui pourraient être novatrices, provocatrices, stimulantes. À chaque fois, c'est pareil. Le dogme que vous décrivez, Patrick Kanner, dit cela, ça renvoie encore une fois à un dogme de gauche qui est incapable de se renouveler. Et qui oppose Bérengère, parce que ça oppose les gens finalement. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher des idées créatrices, comme vous dites Philippe. Il faut juste baisser la dépense, il n'y a rien de créateur à baisser la dépense. Oui, mais à chaque fois on dit ça et on ne les trouve pas. En revanche, je crois que la gauche, les socialistes courent après l'extrême gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que les socialistes courent après l'extrême gauche pour exister politiquement, d'où ce concours
l'épine de la taxe la plus stupide, etc., qui cristallise totalement la société, qui la scinde en deux, pour le résultat qu'on sait, puisqu'aujourd'hui Mélenchon est la personne la plus clivante. Donc on voit qu'opposer les gens, ça ne paye pas politiquement, et les socialistes s'engouffrent dedans. C'est mauvais économiquement, c'est mauvais politiquement. Merci les amis, allez tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. C'est pas possible. Et la mère du narcotrafiquant Ben Faiza est en garde à vue après une perquisition ce lundi à la Courneuve. Oui, Cécile. Alors là, on pensait avoir tout vu dans cette affaire, mais visiblement non. Vous vous rappelez, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était lundi, ce détenu ultra controversé, qui d'ailleurs est baron de la drogue, de Vendin-le-Vieil, a eu le droit de sortir pour un rendez-vous pro, on s'en souvient donc, décision déjà très polémique. Eh bien, dès le lendemain, c'est sa famille qui fait parler d'elle à son tour. Sa mère ainsi que 2 de ses neveux ont été interpellés avec, tenez-vous bien, 400 grammes de cannabis sur eux ainsi que 10 000 euros. Ce n'est pas rien. Une affaire donc parallèle qui n'aurait rien à voir avec sa permission de sortie, mais qui relance forcément toutes les questions autour de ce clan assez hors norme. Oui, ça faisait Philippe David. Oui, le narcotrafiquant pour l'instant rentre régulièrement chaque soir. Ouais. Il est rentré. Mais il a même dû se battre pour rentrer. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu cette scène où il rentre, alors on lui demande de rentrer avant 21h, il rentre à 21h pile, mais visiblement il a eu un problème de train. TGV. Et il est tout seul devant la grille. Et il n'y a personne pour lui ouvrir, et il appelle et il tape à la grille. Je veux rentrer. Dans la hâte de rentrer, absolument. Mais sur la famille, c'est pas brillant. Non, ça aide pas. Mais ça veut dire qu'il y a des... forcément, Bérangère, on ne peut pas ignorer que quelqu'un de sa famille est vendeur de drogue. On ne peut pas... C'est difficile. Mais Cécile, demain, mon fils rentre avec des baskets TN qui coûtent 300 € alors qu'il a 20 € d'argent de poche par mois. Je me demande d'où vient l'argent. Aucune famille n'ignore quand les enfants font le guet, quand les enfants sont dealers. Nous, à Montpellier, on a une mère de famille de 94 ans qui a été expulsée de logement social puisque son fils dealait. Et voilà. Et tout le monde s'est offusqué, elle a 94 ans. Mais cette grand-mère, elle savait quand même que les Mercedes devant la maison, que le va-et-vient et que tout l'argent qu'il y avait, ça vient de la drogue. Et dans une famille, tout le monde est au courant, tout le monde est complice, on le voit aujourd'hui. Il faut arrêter de se mentir. Il y a à Montpellier, le maire de Montpellier qui a fait quelque chose de bien. Après 94 ans, elle est peut-être pas très à même. Elle a des enfants, mais elle habitait avec ses enfants. Elle a ses 5 enfants qui sont tous riches, fait tout du trafic. Avec tout cet argent-là, ils avaient de quoi la reloger dans le privé, en fait. Donc le maire de Montpellier a dit qu'aujourd'hui, les familles, on expulsé les familles de trafiquants, mais je pense qu'il y a la notion de la famille qui est essentielle. Tout le monde sait très bien quand son conjoint, son parent, son enfant trafique de la drogue et par conséquent est forcément complice. Il devrait y avoir une excuse de sénilité comme il y a une excuse de minorité. J'aurais une chance. Mais non, vous n'êtes et pas on irait se sénile. cacher chez vous en fait. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il a pu aller de Vendin-le-Vieil à Lyon. Il y a quand même à peu près 600 km, grosso modo, c'est ça. Mais désolé, qui dit que comme de toute façon, je pense qu'il n'était pas surveillé, on pouvait parfaitement lui passer un téléphone portable dans le train. Pourquoi pas aller chercher de la clientèle lyonnaise pour sa famille qui est à la Courneuve. Non, tout est possible. Attendez, ce sont des très bons marketeurs. Les réseaux de trafiquants de drogue sont d'excellents marketeurs qui n'ont rien à envier aux meilleures entreprises. Faut quand même le savoir. Et donc, pourquoi pas. Mais comme la France est un pays où tout va à volo, mais écoutez, continuons comme ça. Continuons comme ça. Ça va, les gens sont contents. Non, puis qui pense qu'un trafiquant va sortir et va prendre un emploi de bureau au SMIC dans 4 ans? Voilà. C'est une folie. Qui pense qu'il va faire ça? Mais c'est une folie. Et puis alors, je trouve ça extraordinaire. Il est libérable en 2029, mais il pourra avoir un emploi tout de suite. On a fait suffisamment avec Cécile d'émissions dans les vraies voies de l'emploi. Pour les problèmes d'emploi des seniors, les personnes de plus de 50 ans qui n'arrivaient pas à trouver un boulot alors qu'elles avaient travaillé toute leur vie, qu'elles avaient payé leurs impôts toute leur vie, qu'elles étaient honnêtes, qu'elles avaient des diplômes, et là, miraculeusement, pour un quinquas, fiché au grand banditisme, trafiquant de drogue et incarcéré pour encore 4 ans, il trouve un employeur qui y va. Mais moi j'ai envie de dire à cet employeur, il n'y a personne dans la région lyonnaise qui est quinquagénaire, qui soit honnête et qui a toujours bossé. Mais vous avez vu en général comment ça se passe. C'est-à-dire que les gens font des attestations de complaisance et ils sont payés. C'est ça. Dis donc, vous êtes remontés comme des pendules aujourd'hui. Philippe David, dans un instant, le tour de table de l'actu. On parle de quoi ? 49-3, mais c'est pas un score de rugby. Voilà. Philippe Bilger.
On parle de la jalousie. En effet, ma chère Cécile, lorsque vous vantez un autre chroniqueur, c'est un peu la jalousie. Sentiment. C'est un de vos sentiments. Bérengère Dubu. Et on parlera des élections municipales qui arrivent et de la ville de Lyon. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. On est ensemble exceptionnellement jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table avec Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger qui est avec nous, très en forme, Philippe Bilger, comme d'habitude. Ah oui. Mais c'est drôle, j'arrive ici, c'est un microclimat. Oui, c'est vrai. Et il y a quelque chose une nouvelle jeunesse. Une sorte de magie. Voilà, c'est ça. Une grâce absolue. Bravo, voilà. Cécile. Bérengère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI. Et je vous rappelle qu'à partir de 19h, nous serons en direct avec Sylvain Lévy et Valency, en direct de Nantes. Ils parleront surtout d'éco-transition et c'est le tour des régions de Sud Radio avec... parce que vous me parlez en même temps, pardon, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat ? Non, vous aviez raison, bravo. Très beau teasing. Voilà, je vais délouper parce que vous m'avez parlé dans l'oreillette et ça m'a arrêté net. Vous proposez qu'on relance un peu le jeu SMS. D'accord, ok, dites-le moi. Le cœur vous en dit. Vous avez un micro, dites-le moi dans le micro comme ça. Je vous le dis. Allez, dites-le moi. On peut relancer le jeu SMS, Cécile, on y va, allez, on y va, mon petit. Noël approche. C'est le moment de jouer avec Sud Radio pour gagner votre Tony Box. Numéro 2 de Tony's, c'est la boîte à histoire sans écran pensée pour les enfants de 1 à 9 ans. Donc c'est pour Philippe David, vous l'avez bien compris. Vous pouvez le gagner pour lui. Vous allez pouvoir découvrir vos héros préférés, Disney, Pat' Patrouille, Petit Ours Brun, en tout cas pour les enfants sages et moins sages, puisque c'est bien de les féliciter aussi. Et donc c'est facile à utiliser et surtout facile à gagner, puisque vous allez prendre votre téléphone, vous allez envoyer un SMS sur lequel vous avez écrit Sud, S-U-D, et vous allez l'envoyer au 7 20 18. Ce ne sont pas les numéros de l'auto, mais c'est presque pareil. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table de l'actualité. Et parce qu'elle est en toupie, Bérengère Dubu est avec nous. On va parler des municipales et on va parler de Jean-Michel Aulas. En fait, je me demande, les municipales arrivent et si ce qui est en train de se passer à Lyon n'est pas le signe de la fin de la vague écologiste et d'extrême gauche qu'on a vue aux municipales puis aux législatives, et que finalement les Français se rendent vite compte que ça ne fonctionne pas. Lyon aujourd'hui a Jean-Michel Aulas, donc il y a un patron reconnu qui se présente, qui a annoncé à 47% d'intention de vote au premier tour, 61% au second tour. Il est très loin devant le maire actuel. Et finalement, Aulas a réussi à faire une double alliance, parce qu'il y avait Béatrice de Montille, une candidate Nouvelle Énergie, qui avait fait une très très belle campagne, qui est partie tôt, qui est volontaire, et qui finalement s'est ralliée tout de suite à Aulas, en montrant qu'il était capable d'intégrer des gens différents. Il a fait aujourd'hui alliance avec quasiment tous les partis, et il fait même alliance de manière transversale avec les candidats des autres villages autour de Lyon pour que la métropole soit consensuelle. Donc il arrive à fédérer géographiquement, fédérer politiquement, et ce qui est très intéressant, c'est que son discours, il est économique, en expliquant que la ville de Lyon aujourd'hui ne fonctionne pas, mais en fait c'est Paris, c'est Lyon, c'est Montpellier, hélas d'où je viens, et on montrerait que cette parenthèse vraiment écologiste d'extrême gauche qui a décidé qu'il y avait de l'argent magique, qui a augmenté les taxes foncières, qui a fait fuir les familles, qui a arrêté de bâtir, je crois qu'elle est en train de se prendre un retour de bâton. Il y a eu un précédent juste à Toulouse où après un mandat socialiste, les Toulousains la dernière fois ont revoté pour leur maire de droite Moudinque, en disant que ça suffisait, ils sont repartis en arrière. Je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre et que ça va sûrement se passer dans plusieurs villes qui avaient été gérées par ces majorités-là. Philippe Bilger. Ça nous ferait plaisir s'il y avait des Jean-Michel Aulas à Rennes, à Strasbourg, à Nantes, mais après tout, pourquoi pas ? Ça peut se lever. Mais de toute façon, il y a 3 grandes villes dans les 10 principales villes françaises qui sont dirigées par les écologistes. Je fais géographiquement Strasbourg, Lyon, Bordeaux, plus les villes où ils sont dans la majorité, comme Paris, comme Montpellier, comme Marseille, etc. Mais à voir, par contre, c'est vrai que à Lyon, c'est mal parti. Bordeaux, ça va être peut-être plus compliqué. Mais Bordeaux, le maire a fait demi-tour à un mi-mandat. Oui, notamment sur l'armement de la police municipale, etc. Sa police, il a dit qu'il s'était trompé, qu'il avait été dogmatique. Le maire de Bordeaux a été capable de s'adapter à sa ville. C'est une preuve d'intelligence, je crois. Il est moins menacé, du coup. C'est vrai. Et si on parlait jalousie avec Philippe Bilger ?
Ah ben oui, La jalousie, c'est une magnifique pièce de Sacha Guitry, écrite en 1919. Ouais. Qui est d'une finesse, d'un esprit, d'une profondeur psychologique. Même, je crois, notre ami Philippe Le Dodu aurait beaucoup apprécié le texte parce qu'il aurait renvoyé à des sentiments dont on parle parfois dans cette émission. Rien de scatologique ni de pornographique. Ça change avec vous. N'ayez pas un sourire anticipé. C'est une pièce mise en scène par Michel Faux. Et j'ai été sensible à plusieurs aspects. Les comédiens sont remarquables, mais il y a notamment l'héroïne féminine, c'est Gwendoline Amon, qui est la petite fille d'un génie du théâtre, Jean Anouilh. Il y a également une femme, vous êtes beaucoup trop jeune pour l'avoir connue, Geneviève Casil, qui était une merveille de beauté et de jeu dans les pièces de Monterland, la Comédie Française. C'est un spectacle à la fois nostalgique, plein d'espérance, et mon Dieu, quelle finesse à Sacha Guitry. Voilà, Sacha Guitry qu'on aime beaucoup, dont on connaît beaucoup de phrases quand même. Fabuleux, les plus belles de Sacha Guitry. Les femmes, je suis contre, tout contre. Et ma chère Cécile, ne les prenez pas pour vous. Hein. Les femmes parlent, jusqu'à ce qu'elles aient trouvé quelque chose à dire. Ils ne connaissaient pas les vraies voix. Philippe David, François Hollande estime, en tout cas, c'est ce qu'il a dit ce matin, qu'il ne faut pas se priver de l'option 49.3, qu'il a utilisé lui-même. Oui, je vais faire mon coming out. Je suis d'accord avec François Hollande. Donc, vous voyez, ça arrive pas fréquemment, tout arrive. Oui, alors, il a dit cette phrase qu'il ne faut pas se priver ne pas se priver pour toujours du 49.3. Il a dit ne pas se priver de ce qui existe dans la Constitution. Absolument. Et je trouve qu'il a raison, parce que le 49.3 au moins un mérite. C'est que quand une opposition ou des oppositions font de l'obstruction en mettant 100, 200, 300, 500, 1000, on a vu des projets de loi avec 3000, 4000, 5000 amendements. Là, on n'a pas le choix, parce que si on laisse le temps prévu à chaque député, la loi, on finit la législature et la loi n'est toujours pas votée. Donc je pense que Hollande a raison sur le 49.3. Je pense par contre que en parlant de ça, il a évidemment en arrière-pensée ce qui va se passer pour le budget. Et moi, plus le temps tourne, plus je suis convaincu que ce budget ne passera pas par le 49.3, mais il passera par l'article 47, qui est l'article des ordonnances, où ce sera le texte originel qui sera adopté, c'est-à-dire le texte présenté le 25 septembre, parce que le 49.3, c'est un peu dangereux à utiliser. Est-ce que le PS censurerait ou pas? D'après certaines rumeurs que j'ai, vu les projections électorales, ils n'auraient pas intérêt à censurer parce que... c'est étonnant que François Hollande sorte du bois comme ça avec le 49.3 en disant que pourquoi pas en fait. Ah mais c'est tout à fait normal, c'est un ancien chef de l'État. Le chef de l'État est garant des institutions. Donc il rappelle que les institutions sont bonnes, qu'il faut les maintenir et que si subliminalement, je refais encore de la psychanalyse, les Français voulaient réessayer un président qu'ils ont eu entre 2012 et 2017 qui a été garant des institutions. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Comme disait Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y en a d'ailleurs beaucoup au Parti Socialiste qui pensent comme lui. Parce qu'en réalité, ça peut être une chance de les sauver dans la mesure où ils pourraient avoir un programme, un budget qui ressemblerait peu ou prou à ce qu'ils souhaitent. Non, mais François Hollande, j'ai beaucoup aimé votre point de vue, mon cher Philippe. Ailleurs qu'ici, j'en ai par-dessus la tête de l'entendre non seulement critiquer politiquement, on a le droit, mais que des imbéciles viennent dire que François Hollande est un crétin, non, ça je ne le supporte pas. Moi non plus. Non, mais ça vous ne l'avez jamais dit d'ailleurs. Bérangère? Moi, vous savez que je suis un peu affligée par le spectacle d'une partie des députés à l'Assemblée nationale, qui dévoie justement le but de l'Assemblée en mettant des amendements qui ne passeront jamais, en faisant traîner les débats. Et je rêve d'une dissolution. Parce que je me dis, c'est mon côté naïf et plein d'espoir. Oui, mais après, ils ont le droit de le faire. Oui, mais je dis, les Français auront compris. Et cette fois-ci, on votera avec des députés responsables qui votent la loi dans l'intérêt général et du vrai débat. C'est mon côté naïf où je me prends à rêver d'une assemblée qui soit en opposition, bien sûr, en débat, comme dans les vraies voix, mais qui, au final, soit constructive. Allez, vous restez avec nous dans un instant, l'info en plus, avec François-Louis Bourneau. On parlera de la Cour de cassation qui confirme la condamnation de Nicolas Sarkozy.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Les micros, c'est un sabotage. Ouais, non, mais c'est le nouveau studio, il faut prendre ses marques. Voilà, c'est ça. Philippe Bilger est avec nous, Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UI. Et tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et François Louis, la Cour de cassation confirme donc la condamnation de Nicolas Sarkozy. Ouais, ce mercredi 26 novembre, la Cour de cassation, vous l'avez dit, s'est prononcée en défaveur de son recours dans l'affaire Big Malion. La condamnation pénale de l'ancien président est désormais définitive. On est avec Sophie Obadia, qui est avocate pénaliste au barreau de Paris, qui nous en parle. Bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quand vous avez forcément vu passer la nouvelle, bien évidemment, quelle réaction cela vous a procuré ? Ah oui, c'est une nouvelle importante parce que ce pourvoi donc est rejeté, ce qui signifie que Nicolas Sarkozy est définitivement condamné pour financement illégal de campagne. 28 moyens étaient proposés à la Cour de cassation pour annuler la décision de la Cour d'appel et ça n'a pas fonctionné. Il est donc maintenant définitivement condamné et sa peine est exécutoire. La peine, je le rappelle, c'est 1 an d'emprisonnement, 6 mois ferme, donc il va falloir purger ces 6 mois. Mais c'est une peine aménageable. Philippe Bilger. Je partage absolument ce qu'a dit Maître Obadia. Et au fond, quel est le point de vue au sein du barreau, Maître Obadia? Est-ce que on est satisfait de l'état de droit lorsqu'il concerne Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il y a des hostilités politiques? Comment vous résumeriez ce qui se passe? Moi, je crois que Philippe Bilger, le barreau est divisé, évidemment, s'agissant d'une personne qui a fonction politique, qui a eu des fonctions politiques et qui est clivante. Donc, je ne pense pas que le barreau soit unanime. Mais la peine est aménageable, c'est-à-dire que 6 mois ferme, ça signifie que Nicolas Sarkozy pourra à nouveau purger sous la forme du bracelet électronique. Et de ce point de vue, il est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, que le barreau préfère que les peines soient aménagées à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais pour ces 6 mois fermes, il n'est pas non plus absolument certain qu'il fasse 6 mois de bracelet électronique. Je rappelle que dans l'affaire dite Bismuth, il a également porté un bracelet électronique, mais pas pour la durée prévue. Et puis il y a une deuxième question aussi qui peut nous intéresser, nous autres juristes et avocats, c'est qu'il pourra peut-être solliciter une confusion des peines s'il était, je précise bien, à nouveau condamné par la Cour d'appel dans l'affaire dite du financement libyen. Maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas le même niveau de lecture que vous, ce que ça veut dire en fait, la confusion des peines? Alors la confusion des peines, c'est effectivement peut-être le point le plus technique dans le droit des peines en France. C'est-à-dire que concrètement, une personne qui a été condamnée plusieurs fois en fonction du temps, non seulement auquel les faits ont été commis, mais au temps auquel la peine est prononcée, on peut solliciter devant le magistrat qui juge la dernière affaire une confusion des peines pour pouvoir absorber les 2 peines en même temps. C'est loin d'être automatique, c'est de plus en plus rare et c'est excessivement technique. Mais ça veut dire qu'elle serait revue à la baisse, c'est-à-dire que c'est plus en faveur du prévenu? Non, pas celle-ci, parce que celle-ci est définitive, celle que la Cour de cassation vient aujourd'hui de confirmer, mais celle qui pourrait venir, si encore une fois il était condamné et non pas relaxé dans l'affaire libyenne, alors oui, ces avocats auraient cette possibilité, qui est une dernière possibilité technique. Voilà. Mais Sophie Obadia, une question. Si jamais la peine de Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne était confirmée en appel, est-ce que la décision de la Cour de cassation aujourd'hui aurait une influence sur l'exécution de la seconde peine ? Elle pourrait signifier que maintenant, comme la peine est définitive, qu'aujourd'hui l'affaire Big Malion est terminée, il peut toujours faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça n'est pas suspensif. C'est-à-dire que donc la peine est définitive aujourd'hui. Oui, dans un calendrier où l'on sollicite une confusion de peine, cette décision aujourd'hui permettrait peut-être d'adoucir la peine qui viendrait dans l'affaire libyenne. Mais encore une fois, c'est très très incertain et c'est très technique. Il faut regarder les dates, c'est très compliqué. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Sophie Obadia, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes avocate pénaliste au barreau de Paris. Et puis vous, et si vous étiez ministre? Les
Vraie Voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et pour faire plaisir à Bérengère Dubu, on a choisi un ministre de l'Environnement. Alain de Lyon est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, je vous en prie. Quelle va être, puisque on vient de vous nommer ministre, votre première mesure en arrivant derrière votre bureau? Alors, comme je suis ministre de l'Environnement et pas de l'écologie, c'est-à-dire que je suis obligé de choisir des thèmes plus resserrés, je vais prendre comme premier choix l'anti-fouling des bateaux. Alors, pour le grand public, ça ne veut pas dire grand-chose, mais comme la Chine est devenue l'usine du monde, donc tout doit être transporté quasiment depuis la Chine jusqu'à l'autre bout du monde, il y a des centaines de milliers de cargos qui, tous les jours, traversent l'océan dans tous les sens pour transporter toutes ces marchandises. Et donc, pour protéger ces bateaux, il y a sous les coques une peinture qui évite que les coquillages, les crustacés et compagnie, les algues viennent pousser sur les coques et les détériorent. Il faut savoir que donc ça s'appelle un anti-fouling, et l'anti-fouling est composé de tous les produits possibles et imaginables, tous plus toxiques les uns que les autres, des métaux lourds, du cuivre, de l'arsenic, etc., des produits chimiques à place d'éthylène et ainsi de suite. Donc ils détruisent les fonds marins, ils tuent la faune et la flore marine. Comme les bateaux se déplacent quand même beaucoup au-dessus des plateaux continentaux, l'anti-fouling tombe à longueur de journée, se détache des bateaux petit à petit et tombe sur le fond des mers et tue tout ce qui pousse sur le plateau continental. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plein d'espèces qui sont en train de disparaître parce que les fonds ne sont plus... sont trop contaminés pour qu'ils puissent vivre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos magasins, nous mangeons à longueur de journée des produits qui sont infectés par tous ces produits qui sont tombés de l'anti-fouling, donc de cette peinture qui protège les coques des bateaux et dont personne ne parle jamais, mais qui font des dégâts monstrueux et qui nous empoisonnent à longueur de journée. Eh ben, on vous remercie d'en parler parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et puis surtout, première ministre d'un ministre, mesure d'un ministre, il n'y a pas beaucoup de citoyens qui pourraient le contredire. Absolument. Parce que... Et du coup, moi, je vais vous poser une question. Non, vous n'avez pas le droit. Comment on peut remplacer l'anti-fouling? Je veux juste lui demander qu'est-ce qu'on fait pour être plus écologiste en 20 secondes. Y aller à pied. C'est une excellente question. Alors, il y a une femme qui s'appelle Marie-Laure Boulot qui a acheté un bateau de course. C'est une chef d'entreprise qui a refusé qu'il y ait un anti-fouling dessus, qui a posé un film. Et son bateau marche très bien. Et voilà. Dans les courses, il fait vraiment d'excellents résultats. Il s'appelle Océan Attitude, comme par hasard, pour donc la défense des océans. Et il fait de très bons résultats avec des triggans marins. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le ministre. Et vous savez quoi? Je trouvais ça tellement intéressant qu'on vous nomme ministre d'État. Bah, très bien. Oui, je vote pour. Voilà. Et je vous donne même un budget. Voilà, c'est ça. Alain, merci en tout cas d'avoir joué le jeu avec nous dans un instant. Vous allez retrouver, bien entendu, Parlons Éco, Transition, le tour des régions. Ce sera direction Nantes avec Sylvain Lévy-Valency. Mais tout de suite... Tout de suite, la crypto-monnaie. Vous voulez investir dedans? Eh bien, écoutez bien, c'est Thomas Binet. Et nous, on se retrouve demain à partir de 18h. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Loisa, président fondateur de Pemium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent parler de blockchain immuable. Mais avant d'entrer dans le détail, pouvez-vous d'abord commencer à nous expliquer le terme blockchain, ça consiste en quoi? Ça correspond à quoi, Pierre? Bien sûr Thomas. La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations fonctionnant sans organe central, où les données sont regroupées en blocs, liés et sécurisés grâce à la cryptographie. Elle permet de garantir la transparence, la traçabilité et la sécurité des transactions, notamment dans des domaines comme la finance ou la logistique. Alors du coup, est-ce que la blockchain Bitcoin est vraiment immuable? Et que dire du coup des autres blockchains à ce propos? En effet, Thomas, beaucoup de blockchains se prétendent immuables, mais essayons de comprendre pourquoi celle de Bitcoin est réellement immuable depuis son lancement le 3 janvier 2009. Peu de gens imaginaient alors que l'innovation principale de Bitcoin, la time chain, s'imposerait comme un pilier de la révolution numérique, souvent cité, rarement compris. Son inventeur, Satoshi Nakamoto, visait à mettre fin au monopole des banques centrales en lançant une monnaie mondiale affranchie de toute autorité centrale,
Depuis lors, les banquiers centraux ont tout fait pour prolonger leurs privilèges en dénigrant Bitcoin et en tentant d'imposer leurs mots comme blockchain ou registre distribué en lieu et place de Bitcoin et time chain. Pourtant, pour tout investisseur débutant, saisir ce qui distingue justement la time chain Bitcoin d'une simple blockchain est essentiel. Alors du coup, comment la technologie, Pierre, parvient-elle à garantir l'immuabilité des données ? Alors, chaque bloc contient un ensemble de transactions validées par le réseau. Ces blocs sont ensuite reliés entre eux par un procédé cryptographique, le hash, une empreinte numérique unique. Chaque bloc contient le hash du bloc précédent, de sorte que si une seule transaction dans un bloc passé est modifiée, tous les blocs suivants sont invalidés. C'est pourquoi on parle de chaîne de blocs. Ce mécanisme de blockchain contribue à garantir l'immuabilité du registre, mais n'est pas encore suffisant pour parler de time chain immuable. Il faut aussi que la chaîne de blocs soit distribuée à tous les participants et surtout qu'il y ait un prix énergétique à payer pour mettre à jour cette chaîne. Mais alors pourquoi, Pierre, le registre doit être distribué ? Alors, le modèle distribué évite le recours à un tiers de confiance qui serait le seul gardien du registre des transactions. La blockchain n'est pas stockée sur un serveur central, mais répliquée sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Chaque participant conserve une copie identique du registre, mais un problème doit être résolu. Si les mises à jour ne sont pas émises par un serveur central, il faut un consensus entre les participants pour valider les nouvelles transactions. Et c'est le fameux consensus de la preuve du travail ? Oui Thomas, dans le cas du Bitcoin, les validateurs, qu'on appelle les mineurs, valident les blocs en calculant la solution d'un problème complexe. Cette solution devient une preuve mathématique de l'énergie qui a été utilisée pour effectuer le calcul. Ce mécanisme, appelé Proof of Work, utilise le travail, autrement dit l'énergie qui a servi au calcul, pour garantir la sécurité du réseau. L'énergie est en effet une valeur physique universelle. Du fait du principe de conservation, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, elle ne peut pas être créée ex nihilo ni copiée. Du coup, l'énergie joue donc un rôle clé dans le protocole Bitcoin, si je comprends bien. Oui, le protocole Bitcoin oppose une barrière énergétique pour pouvoir effectuer une mise à jour de la time chain en ajoutant un bloc. Il y a donc une contrepartie énergétique à la création des Bitcoins, car ils sont créés progressivement par une transaction de création monétaire attachée à chaque nouveau bloc. Ce qu'on appelle la récompense du bloc. La récompense du bloc va au mineur qui a validé le bloc, c'est-à-dire qui a effectué le calcul complexe requis par le protocole avant les autres mineurs. Et cette récompense diminue au fil du temps, de sorte que la quantité maximale de Bitcoin ne pourra pas dépasser 21 millions. Et c'est ce qui rend du coup la time chain Bitcoin immuable, Pierre ? Tout à fait. La preuve de travail apposée par un mineur sur un bloc est une forme de signature collective de tous les mineurs. Falsifier la time chain reviendrait à remonter dans le temps à travers l'historique des transactions. C'est pourquoi on parle de time chain. Pour cela, il faudrait mobiliser durablement une quantité d'équipements de minage et une source d'énergie gigantesque, supérieure à 50% de la puissance des mineurs honnêtes. C'est en pratique impossible et cette inviolabilité de la time chain est prouvée chaque jour, alors même que des États ou de puissants groupes criminels auraient pu le tenter dès les débuts de Bitcoin. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.